Vous savez ce qui me brise le cœur chaque fois que j'entre dans mon cabinet et que je vois ces femmes magnifiques, ces mères courageuses qui viennent me voir les larmes aux yeux en me disant: Boris, mes enfants sont perdus, ils n'ont aucune force intérieure, ils s'effondrent au moindre obstacle et je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Et moi je les regarde avec toute la tendresse du monde parce que je sais profondément que ce n'est pas leur faute, mais celle d'un système qui ne nous a jamais appris à être des parents résilients, des parents qui construisent des enfants mentalement forts au lieu de les protéger jusqu'à l'asphyxie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous déranger, qui va peut-être vous faire mal, mais qui va surtout vous libérer de cette culpabilité toxique que vous portez comme un fardeau depuis trop longtemps. Imaginez cette scène que vous connaissez toutes. Votre enfant rentre de l'école avec un zéro en mathématiques, les yeux rouges, la lèvre qui tremble, et votre première réaction c'est quoi? Vous vous précipitez, vous prenez dans vos bras, vous lui dites: ce n'est rien, mon chéri, ce n'est pas important. Et vous appelez peut-être même l'enseignant pour vous plaindre que les exercices étaient trop difficiles, n'est-ce pas? Je vous vois sourire parce que vous reconnaissez cette situation. Et c'est normal, c'est humain, c'est l'instinct maternel qui parle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous surprendre. À cet instant précis, à ce moment exact où vous pensez protéger votre enfant, vous êtes en train de détruire sa capacité à devenir un adulte fort. Et si vous continuez comme ça, si vous ne changez rien à partir d'aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, votre enfant sera cet adulte qui s'effondre à la première difficulté professionnelle, qui ne sait pas gérer un conflit amoureux, qui revient vivre chez vous à 35 ans parce qu'il n'a jamais appris à affronter la vie. Et vous savez ce qui est encore plus terrible, il vous en voudra. Oui, vous avez bien entendu, il vous reprochera de ne pas lui avoir donné des outils pour être fort, pour être résilient, pour être capable de se relever après chaque chute. Et ce jour-là, vous direz pourquoi personne ne m'a dit ça avant, pourquoi j'ai cru que l'amour suffisait, pourquoi j'ai confondu protection et surprotection. Avant d'aller plus loin dans cette conversation intime que nous avons ensemble, laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez devenir une meilleure mère, une meilleure version de vous-même, vous êtes déjà extraordinaire. Vous êtes déjà sur le bon chemin, simplement parce que vous cherchez à comprendre, à apprendre, à évoluer. Alors faites-moi une faveur, abonnez-vous à cette chaîne maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que je vais partager avec vous des vérités que personne n'ose dire, des vérités qui vont transformer votre relation avec vos enfants et avec vous-même. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Mais revenons à ce qui nous occupe. Cette urgence que vous devez ressentir maintenant, parce que le temps passe vite, terriblement vite, et chaque jour où vous continuez avec les mauvaises habitudes est un jour de perdu dans la construction psychologique de votre enfant. Vous pensez avoir tout le temps devant vous, mais la vérité c'est que les années cruciales pour forger un esprit fort sont celles de l'enfance et de l'adolescence. Après, il est beaucoup plus difficile, pas impossible, mais tellement plus compliqué. Demain, votre enfant intègre des schémas de pensée qui vont le handicaper pour le reste de sa vie. Et le pire dans tout ça, vous voulez savoir ce qui fait vraiment peur pour ces enfants surprotégés, c'est qu'ils vont devenir des adultes qui cherchent constamment l'approbation des autres, qui ne savent pas qui ils sont vraiment, qui sautent de relation en relation, en cherchant quelqu'un qui va les sauver comme vous les avez toujours sauvés. Et un jour, ils vont rencontrer quelqu'un de toxique, quelqu'un qui va profiter de leur faiblesse, de leur incapacité à poser des limites, et là vous allez assister impuissante à leur destruction émotionnelle en vous demandant comment c'est possible, comment votre enfant si intelligent, si sensible, si merveilleux peut se laisser traiter comme ça, et la réponse sera là devant vous, cruelle et implacable, vous ne lui avez jamais appris à être fort. Vous savez ce qui me fascine dans mon travail de neuropsychiatre, c'est d'observer comment le cerveau d'un enfant se construit littéralement en fonction des expériences qu'il vit. Chaque interaction, chaque réponse que vous donnez à ces difficultés sculpte les connexions neuronales qui vont déterminer sa capacité à gérer le stress, l'échec. Et quand vous intervenez systématiquement pour lui éviter toute souffrance, vous empêchez la formation de ces circuits de résilience. C'est comme si vous vouliez qu'il développe des muscles biologiquement impossibles. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que nous arrivons au cœur du sujet, à ce qui va vraiment changer votre vie et celle de vos enfants. Je vais vous révéler les 7 habitudes que j'ai observées chez les parents qui élèvent des enfants mentalement forts, pas des enfants parfaits, pas des robots sans émotion, mais des êtres humains capables de traverser les tempêtes de la vie sans se briser. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel avant de commencer. Ces habitudes vont à l'encontre de tout ce que la société vous a appris sur la maternité,
elles vont vous sembler dures parfois, même cruelles, mais elles sont l'expression du véritable amour, celui qui prépare un enfant à vivre et pas seulement à survivre sous votre protection. La première chose que font ces parents extraordinaires, c'est qu'ils laissent leurs enfants échouer, oui, vous avez bien entendu, ils les laissent tomber, se tromper, rater, et ils ne se précipitent pas pour arranger les choses. Ils restent là, présents, bienveillants, mais ils ne résolvent pas le problème à la place de l'enfant, et vous savez pourquoi c'est si important. Parce que chaque échec est une opportunité d'apprentissage, chaque chute est une occasion de développer la capacité à se relever, et quand vous privez votre enfant de cette expérience, vous lui volez littéralement sa chance de devenir fort. Je me souviens de cette patiente magnifique qui est venue me voir il y a quelques années, une femme brillante d'une cinquantaine d'années qui me disait « Boris, mon fils a 28 ans et il ne sait rien faire seul, il m'appelle 10 fois par jour pour me demander conseil, surtout comment faire cuire des pâtes, comment parler à son patron, comment gérer son compte en banque. » Et elle pleurait en me racontant ça. Et moi, je lui ai demandé, racontez-moi votre relation avec lui quand il était petit. Et là, elle m'a décrit avec une précision incroyable comment elle anticipait chaque besoin, résolvait chaque problème, aplanissait chaque difficulté. Et je lui ai dit, vous voyez ce que vous avez fait, vous avez construit un adulte qui pense qu'il est incapable de gérer sa propre vie. Et le plus tragique, c'est que vous l'avez fait par amour. Alors concrètement, comment on fait pour laisser nos enfants échouer sans les abandonner? Parce que c'est ça la nuance que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de les laisser se débrouiller seuls dans un monde hostile. Il s'agit d'être présent émotionnellement tout en les laissant affronter les conséquences de leurs choix. Quand votre enfant oublie son cahier à la maison, vous ne courez pas le lui apporter à l'école, vous le laissez assumer et recevoir peut-être une remarque de l'enseignant, et le soir vous en parlez avec lui, tu as oublié ton cahier aujourd'hui, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça n'arrive plus, vous voyez la différence? Vous ne le sauvez pas, mais vous l'accompagnez dans sa réflexion. Quand votre adolescent rate un examen parce qu'il n'a pas assez travaillé, vous ne téléphonez pas au professeur pour négocier, vous ne cherchez pas d'excuses, vous vous asseyez avec lui et vous dites « Je vois que tu es déçu, moi aussi je serais déçu à ta place, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment ?» Et là, vous le guidez pour qu'il trouve lui-même les solutions, pour qu'il comprenne le lien entre ses actions et les résultats. Et croyez-moi, c'est une leçon qui vaut tout l'or du monde. Une leçon qu'il gardera toute sa vie. Mais attention, et c'est crucial, laisser échouer ne veut pas dire humilier, ne veut pas dire je te l'avais bien dit, ne veut pas dire punir. Ça veut dire créer un espace sécurisé où l'échec est perçu comme une information et non comme une condamnation. Et ça, mes chers amis, c'est un art que vous devez maîtriser si vous voulez élever des enfants forts. Par la réussite immédiate, par l'image parfaite sur les réseaux sociaux, nous avons oublié que l'échec est le meilleur professeur qui existe. Vous vous demandez peut-être si je suis en train de vous dire de devenir une mère froide et distante, et ma réponse est absolument pas. Au contraire, je vous demande de devenir une mère encore plus présente, mais d'une manière différente, présente pour encourager sans faire à la place, présente pour croire en la capacité de votre enfant à surmonter les obstacles, et ça c'est infiniment plus difficile que de simplement intervenir et arranger les choses. Ça demande de la retenue, de la confiance, du courage. La deuxième habitude des parents qui élèvent des enfants mentalement forts, c'est qu'ils enseignent la gratitude et non l'entitlement. Et là, je touche un point sensible parce que nous vivons dans une époque où les enfants pensent que tout leur est dû, qu'ils méritent tout sans effort. Et vous savez d'où vient ça? De parents qui donnent tout sans rien demander. En retour, ils comblent chaque désir, avant même qu'il soit exprimé, qui confondent amour et satisfaction immédiate de tous les caprices. Je vais vous raconter quelque chose qui va peut-être vous choquer. J'ai grandi dans une famille modeste après la guerre. Mes parents avaient vécu des traumatismes terribles et pourtant, ou peut-être justement à cause de ça, ils m'ont appris très tôt que rien n'était acquis, que chaque chose avait une valeur, que la vie était un cadeau et non un droit. Et cette leçon a forgé en moi une capacité de résilience qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Parce que quand on sait être reconnaissant pour ce qu'on a, on devient capable de trouver du sens même dans les pires situations. Alors comment on enseigne la gratitude à nos enfants dans un monde de surconsommation, dans un monde où leurs camarades ont le dernier smartphone, les vêtements de marque, des vacances exotiques? Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger. Vous commencez par dire non. Oui, vous avez bien entendu. Vous dites non, pas toujours bien sûr, pas de manière rigide et punitive, mais suffisamment souvent pour que votre enfant comprenne que désirer quelque chose et l'obtenir ne sont pas la même chose, que l'attente a une valeur,
que l'effort pour mériter quelque chose rend cette chose précieuse. Mais la gratitude, ce n'est pas seulement apprendre à dire merci, c'est développer une posture mentale qui consiste à voir ce qu'on a plutôt que ce qui nous manque. Et ça, c'est révolutionnaire dans la construction d'un esprit fort, parce que les études en neurosciences montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude ont des niveaux de stress plus bas, des relations plus satisfaisantes, et tout ça commence dans l'enfance par des petits rituels simples. Chaque soir au dîner, vous pouvez demander à vos enfants de partager 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants aujourd'hui. Et au début, ils vont vous regarder avec des yeux ronds, ils vont dire je sais pas, et vous allez insister gentiment, ça peut être quelque chose de tout petit, un rayon de soleil, un sourire d'un ami, un bon repas. Et petit à petit, leur cerveau va se reconfigurer pour chercher activement les aspects positifs de leur journée au lieu de ruminer sur ce qui n'a pas été. Vous pouvez aussi les impliquer dans des actions de solidarité, les emmener distribuer des repas aux sans-abri, leur faire trier leurs jouets pour les donner à des enfants qui n'ont rien. Et là, attention, pas pour les culpabiliser, pas pour leur dire tu vois, toi t'as de la chance, mais pour leur montrer concrètement que tout le monde n'a pas les mêmes opportunités, que la vie est injuste et que justement parce qu'elle est injuste, nous avons la responsabilité de partager ce que nous avons. Et puis il y a quelque chose de fondamental dans l'enseignement de la gratitude, c'est de montrer l'exemple parce que vos enfants ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Alors si vous passez votre temps à vous plaindre, à critiquer, à râler contre tout et tout le monde, devinez quoi, vos enfants vont faire pareil. Mais si vous exprimez régulièrement votre reconnaissance pour les petites choses de la vie, si vous entendez dire merci au serveur du restaurant, merci au facteur, merci à leur père pour avoir fait la vaisselle, ils vont intégrer ce modèle. Vous savez, ce qui est fascinant, c'est que la gratitude et la résilience sont intimement liées. Les enfants reconnaissants sont plus résilients parce qu'ils ont développé cette capacité à trouver du positif, même dans les situations difficiles. Ils ne restent pas bloqués dans la victimisation, dans le pourquoi moi, dans ce n'est pas juste. Ils passent plus rapidement à la phase suivante qui est qu'est-ce que je peux faire avec cette situation? La troisième habitude, et celle-là elle est vraiment contre-intuitive, c'est que les parents d'enfants mentalement forts ne valident pas toutes les émotions de leurs enfants. Attendez avant de crier au scandale, laissez-moi vous expliquer, je ne dis pas qu'il faut ignorer les émotions, je dis qu'il ne faut pas les valider toutes comme étant légitimes et justifiées, parce que parfois nos enfants ressentent des choses qui sont basées sur des interprétations erronées de la réalité, et notre rôle c'est de les aider à développer une intelligence émotionnelle, pas de renforcer des schémas de pensée toxiques. Imaginez votre fille de 14 ans qui rentre en pleurs parce qu'une camarade ne l'a pas invitée à son anniversaire et elle vous dit maman personne ne m'aime, tout le monde me déteste, ma vie est horrible, et là vous avez 2 options. Option numéro 1, vous la prenez dans vos bras et vous dites oh ma pauvre chérie c'est terrible, effectivement cette fille est méchante et tu as raison de te sentir mal. Option numéro 2, vous la prenez dans vos bras et vous dites « Je vois que tu es très triste et c'est normal d'être déçu de ne pas être invité. Maintenant, est-ce que c'est vrai que personne ne t'aime? Est-ce que c'est vrai que tout le monde te déteste? Voyons ensemble qui sont tes amis. Qui t'a souri aujourd'hui, qui t'a parlé gentiment. Vous voyez la différence? Dans le premier cas, vous validez une interprétation catastrophiste de la réalité. Vous renforcez une pensée victimaire. Dans le deuxième cas, vous validez l'émotion de tristesse qui est légitime, mais vous challengez gentiment l'interprétation erronée. Vous apprenez à votre enfant à distinguer entre ce qu'elle ressent et ce qui est objectivement vrai. Et ça, c'est une compétence absolument cruciale pour la santé mentale. Parce que vous savez ce qui se passe quand on valide systématiquement toutes les émotions, toutes les interprétations de nos enfants. On élève des adultes qui pensent que leurs sentiments sont des faits, qui confondent je me sens nul et je suis nul, qui croient que si quelque chose leur semble vrai, alors c'est forcément vrai. Et ces adultes-là sont extrêmement fragiles, ils sont à la merci de chaque émotion négative et ils n'ont aucune distance critique par rapport à leurs pensées. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire de minimiser ce que ressent votre enfant, de lui dire oh ce n'est rien, de balayer ses émotions d'un revers de main. Absolument pas, je vous dis de créer un espace où l'émotion peut être exprimée et en même temps questionnée, où votre enfant apprend que ressentir quelque chose ne veut pas dire que cette chose est vraie ou qu'elle doit dicter son comportement. Concrètement, ça veut dire utiliser des questions ouvertes. Vraiment, est-ce que c'est vrai que tu n'as aucun ami toujours? Est-ce qu'il n'y a jamais eu un moment où quelqu'un a été gentil avec toi? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et ces questions ne sont pas rhétoriques, vous attendez vraiment les réponses, vous écoutez vraiment et doucement vous guidez votre enfant vers une vision plus
nuancée, plus réaliste de la situation. Vous lui apprenez aussi que les émotions sont temporaires, que ce qu'il ressent maintenant ne sera pas ce qu'il ressentira dans une heure, dans un jour, dans une semaine. Et ça, c'est libérateur. Parce que beaucoup d'enfants et d'adultes sont submergés par leurs émotions, parce qu'ils pensent qu'elles vont durer éternellement, qu'ils ne sortiront jamais de cette tristesse, de cette colère, de cette anxiété. Et quand vous leur montrez par l'expérience répétée que les émotions passent, vous leur donnez un outil extraordinaire pour gérer leur vie intérieure. Parlons maintenant de la quatrième habitude qui est absolument essentielle. Les parents d'enfants mentalement forts établissent des limites claires et les maintiennent avec constance. Et là, je sais que je touche un nerf sensible parce que nous vivons à une époque où l'autorité parentale est devenue presque un gros mot, où on nous dit qu'il faut être l'ami de nos enfants, qu'il faut tout négocier, tout expliquer, tout justifier. Et le résultat, c'est une génération d'enfants anxieux qui n'ont aucun cadre, aucune structure, aucune sécurité. Vous voulez savoir ce qui est paradoxal? Les enfants qui grandissent sans limite claire sont les plus anxieux, pas les plus libres, les plus anxieux parce que le cerveau humain, et particulièrement le cerveau en développement, a besoin de structures pour se sentir en sécurité quand tout est négociable, quand les règles changent selon l'humeur du parent, quand il n'y a pas de conséquences prévisibles au comportement. L'enfant vit dans un état de stress permanent parce qu'il ne sait jamais à quoi s'attendre. Je vois tellement de mères épuisées qui me disent « Boris, je ne comprends pas, je fais tout pour mon enfant, je suis tellement bienveillante, je ne crie jamais, j'explique tout et pourtant il est ingérable, il teste constamment, il ne respecte rien. » Et moi je leur demande « Est-ce que vous maintenez les limites que vous posez ? Est-ce que quand vous dites non, ça veut vraiment dire non? Ou est-ce que après 10 minutes de négociation, ça devient oui? » Et là, elles baissent les yeux parce elles savent qu'elles cèdent, qu'elles reculent, qu'elles ont peur du conflit. Alors écoutez-moi bien, poser des limites, ce n'est pas être autoritaire, ce n'est pas être méchant, c'est au contraire un acte d'amour profond. C'est dire à votre enfant, je t'aime tellement que je vais supporter ta colère, tes cris, tes larmes, parce que je sais que tu as besoin de ce cadre pour devenir un adulte équilibré. Et oui, ça demande du courage, oui, c'est inconfortable, oui, c'est plus facile de céder. Mais vous n'êtes pas là pour être facile. Vous êtes là pour être parent. Les limites doivent être peu nombreuses, mais non négociables. Choisissez vos batailles, ne faites pas une règle pour chaque petit détail de la vie, mais sur les choses importantes, la sécurité, le respect, les valeurs fondamentales, vous ne bougez pas d'un millimètre et surtout vous êtes constant, parce que la constance, c'est ce qui crée la prévisibilité, et la prévisibilité, c'est ce qui crée la sécurité. Quand vous dites à votre enfant de 6 ans, tu as le droit à un dessin animé avant le dîner, vous ne cédez pas quand il en demande un deuxième en faisant une crise, vous restez calme, vous répétez la règle, tu as eu ton dessin animé, maintenant c'est l'heure du dîner, et oui il va pleurer ou il va peut-être crier que vous êtes la pire maman du monde, et vous allez te dire bon parce que vous savez que ce que vous êtes en train de lui apprendre c'est qu'il y a des limites dans la vie, que tout n'est pas possible, que ces désirs ne sont pas des ordres, et vous savez ce qui est magique, après quelques jours, quelques semaines de constance, les crises diminuent, parce que votre enfant a intégré que ça ne sert à rien, que la règle est la règle, et il se sent en fait soulagé, il peut enfin se détendre parce qu'il sait à quoi s'attendre, il n'a plus besoin de tester constamment pour voir où sont les limites, elles sont là, claires, stables, rassurantes. Mais attention, et c'est fondamental, poser des limites ne veut pas dire être rigide. Il y a une différence entre la constance et la flexibilité. Vous pouvez avoir des règles claires, tout en étant capable d'adapter quand la situation le demande vraiment. L'important, c'est que l'exception soit justifiée et expliquée, pas qu'elle soit le résultat d'une négociation ou d'une manipulation de l'enfant. Vous voulez un exemple concret? La règle, c'est que les devoirs doivent être faits avant de jouer, mais un soir, votre enfant a une journée particulièrement difficile à l'école, il est épuisé émotionnellement, et vous décidez exceptionnellement de lui permettre de se détendre d'abord. Vous lui expliquez, je vois que tu as eu une journée très dure. Aujourd'hui, tu peux te reposer d'abord et faire tes devoirs après le dîner, mais demain on revient à la règle habituelle. Vous voyez, vous restez aux commandes, vous montrez de l'empathie, mais vous ne laissez pas l'enfant dicter les règles. La cinquième habitude des parents qui élèvent des enfants mentalement forts, c'est qu'ils encouragent l'autonomie et la prise de risque calculée, et ça c'est probablement l'habitude la plus difficile à mettre en place pour nous, les parents, et particulièrement pour vous, les mères, parce que votre instinct vous pousse à protéger, à contrôler chaque aspect de la vie de votre enfant pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Mais voilà la vérité brutale, un enfant surprotégé devient un adulte incompétent, un adulte qui a peur de tout, qui ne prend aucune initiative, qui attend toujours qu'on lui dise quoi faire, comment le faire, et qui s'effondre dès qu'il doit prendre une décision seul. Et je sais que c'est dur à entendre, je sais que vous faites ça par amour. Mais l'amour, ce n'est pas empêcher votre enfant de vivre, c'est lui donner les outils pour bien vivre. Alors concrètement, comment on encourage l'autonomie ?
On commence tôt, très tôt, dès que votre enfant est capable de faire quelque chose. Seul, vous le laissez le faire, même si c'est moins bien fait, même si ça prend plus de temps, même si ça vous donne envie d'intervenir, parce que vous pourriez le faire en 2 secondes. Un enfant de 3 ans peut s'habiller seul, oui, ça va prendre 20 minutes. Oui, les vêtements sont peut-être à l'envers. Oui, vous allez devoir partir plus tôt le matin, mais vous êtes en train de construire son sentiment de compétence. Un enfant de 6 ans peut préparer son cartable seul, peut mettre la table, peut ranger sa chambre, et quand il oublie quelque chose, quand il fait une erreur, vous ne courez pas derrière lui pour réparer, vous le laissez vivre les conséquences et apprendre. Je me souviens de cette mère qui me disait: mais Boris, s'il oublie son goûter, il va avoir faim. Et moi, je lui ai répondu exactement. Et la prochaine fois, il pensera à le prendre. Vous voyez, c'est ça l'apprentissage. Et puis, il y a la prise de risque. Et là, je ne parle pas de mettre votre enfant en danger. Je parle de le laisser grimper à l'arbre, de le laisser aller seul à l'école quand il a l'âge, de le laisser gérer ses conflits avec ses camarades, sans intervenir systématiquement, parce que chaque fois qu'un enfant prend un risque et qu'il s'en sort, et ça construit une confiance en soi qui est indestructible. Vous savez, ce qui me désole, c'est de voir dans les cours d'école des enfants de 10 ans qui ne savent pas grimper, qui ne savent pas se bagarrer gentiment, qui ne savent pas négocier un jeu entre eux parce qu'il y a toujours un adulte qui intervient, qui régule, qui protège. Et ces enfants-là n'apprennent jamais à gérer leur corps, leurs émotions, leurs relations, et après on s'étonne qu'ils soient fragiles. Encourager l'autonomie, c'est aussi respecter les choix de votre enfant, même quand vous n'êtes pas d'accord, dans les limites du raisonnable, évidemment. Votre fille veut porter une robe avec un pantalon en dessous et vous trouvez ça moche, laissez-la faire. Votre fils veut se coiffer d'une manière qui ne vous plaît pas, laissez-le faire, ce sont des petites choses, mais elles envoient un message puissant. Ton opinion compte, tu as le droit de décider pour toi-même, tu es un individu, séparé de moi, et puis progressivement, vous élargissez le cercle d'autonomie. À l'adolescence, votre enfant devrait prendre la plupart des décisions qui le concernent, ses vêtements, ses amis, ses activités, ses horaires de travail scolaire, et vous êtes là en consultant, en conseiller, mais pas en dictateur, parce que si vous continuez à tout contrôler à 15 ans, le jour où il partira de la maison, il va soit s'effondrer, soit se rebeller violemment, et dans les deux cas, vous aurez échoué à le préparer à la vie adulte. Maintenant, la sixième habitude, et celle-là, elle est subtile mais terriblement importante, les parents d'enfants mentalement forts ne les protègent pas de leurs propres émotions, ils montrent qu'ils sont humains, qu'ils ont des hauts et des bas, qui font des erreurs. Et ça, c'est révolutionnaire parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait être fort devant nos enfants, ne jamais pleurer, ne jamais montrer de faiblesse. Et résultat, on crée des enfants qui pensent que les adultes n'ont pas de problème et qui se sentent anormaux quand eux en ont. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai pleuré devant mes enfants. Je ne me suis pas caché. Je ne suis pas allé sangloter dans ma chambre en faisant semblant que tout allait bien. Je leur ai dit, je suis très triste parce que ma maman est morte et elle va me manquer terriblement. Et vous savez ce qui s'est passé? Mes enfants ont appris que la tristesse est normale. De pleurer n'est pas une faiblesse. Que même papa, qui est psychiatre et qui aide les autres, peut avoir mal. Et ça leur a donné la permission d'être humains, eux aussi. Mais attention, il y a une différence énorme entre montrer vos émotions et déverser vos problèmes sur vos enfants. Vous n'allez pas leur raconter tous les détails de vos difficultés conjugales. Vous n'allez pas les transformer en confidents ou en thérapeutes. Vous allez simplement leur montrer que vous avez des émotions, que vous les gérez et que la vie continue. Parce que c'est ça le message important. Oui, 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 j'ai des émotions difficiles et je suis capable de les traverser. Quand vous faites une erreur, quand vous criez, alors que vous aviez promis de ne plus crier, quand vous oubliez quelque chose d'important, vous excusez, vous dites je suis désolé, j'ai eu tort de crier, j'étais fatigué, stressé, mais ce n'est pas une excuse. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Et là, vous montrez à votre enfant que les adultes aussi font des erreurs, que l'important c'est de les reconnaître et de réparer, et vous lui donnez un modèle d'intégrité qui vaut tous les discours du monde. Vous montrez aussi que vous avez des limites, que vous n'êtes pas surhumain, que parfois vous avez besoin de temps pour vous. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Et c'est un modèle essentiel à transmettre. Quand vous dites à vos enfants, là j'ai besoin de 20 minutes seul pour me reposer, vous ne jouez pas avec moi maintenant, vous leur apprenez qu'il est légitime de prendre soin de soi, que les besoins des autres ne passent pas toujours avant les siens. Et ça, c'est une leçon qui va les protéger toute leur vie contre l'épuisement
et la manipulation. Montrer vos émotions, c'est aussi partager vos joies, vos enthousiasmes, vos passions. C'est dire aujourd'hui, j'ai eu une super journée parce que j'ai réussi ce projet difficile et je suis fier de moi. Vous voyez, vous leur montrer qu'il est bon de célébrer ses réussites, de reconnaître ses efforts, de s'autoriser à être content de soi et dans un monde qui nous pousse constamment à la modestie excessive, à minimiser nos accomplissements, c'est un contre-message précieux. Et puis il y a le fait de montrer comment vous gérez le stress, l'anxiété, les difficultés, pas en les cachant mais en verbalisant vos stratégies. Je me sens stressé en ce moment, alors je vais aller marcher un peu pour me calmer. J'ai un gros problème au travail et je ne sais pas encore comment le résoudre, mais je vais réfléchir à différentes solutions. Vous voyez, vous leur donnez une fenêtre sur votre processus mental, vous leur montrez qu'avoir des problèmes, c'est normal et qu'on peut les affronter méthodiquement. Maintenant, nous arrivons à la septième et dernière habitude, celle qui englobe toutes les autres d'une certaine manière. Les parents d'enfants mentalement forts cultivent chez eux un locus de contrôle interne. Et là, je sais que je vais devoir expliquer parce que ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les jours. Le locus de contrôle, c'est l'endroit où vous placez la responsabilité de ce qui vous arrive. Les gens avec un locus de contrôle externe, pensent que leur vie est déterminée par les autres, par les circonstances, par la chance, par le destin. Les gens avec un locus de contrôle interne pensent que leurs choix et leurs actions ont un impact direct sur leur vie. Et devinez quoi? Les enfants avec un locus de contrôle interne sont infiniment plus résilients, plus heureux, plus performants, parce qu'ils ne se sentent pas victimes, ils se sentent acteurs. Quand quelque chose ne va pas victime, ils se sentent acteurs. Quand quelque chose ne va pas, ils ne passent pas des heures à se lamenter sur l'injustice du monde. Ils se demandent qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, qu'est-ce qui dépend de moi, et ça change absolument tout. Alors comment vous cultivez un locus de contrôle interne chez vos enfants? Vous commencez par le langage que vous utilisez. Au lieu de dire tu as eu de la chance d'avoir une bonne note, vous dites tu as bien travaillé et ça a payé. Tu vois le lien entre tes efforts et tes résultats. Au lieu de dire ce professeur est méchant, est-ce que tu aurais pu faire différemment? Vous voyez, vous déplacez systématiquement l'attention de l'extérieur vers l'intérieur, des circonstances vers les actions. Quand votre enfant se plaint que les autres ne veulent pas jouer avec lui, vous ne dites pas ces enfants sont méchants, vous dites comment tu les as approchés, qu'est-ce que tu leur as proposé, peut-être qu'on peut réfléchir à une autre manière de leur demander. Et là, attention, vous ne dites pas que c'est sa faute, vous lui montrez juste qu'il a du pouvoir. Il peut influencer la situation par son comportement. Vous évitez aussi les étiquettes. Jamais vous ne dites de votre enfant qu'il est timide, qu'il est maladroit, qu'il est nul en maths, parce que ces étiquettes créent une identité figée qui enlève tout pouvoir de changement. À la place, vous décrivez des comportements. Là, tu as eu du mal à aller vers les autres. Qu'est-ce qui te faisait peur? Là, tu as fait tomber ton verre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'étais distrait. Là, ce devoir de maths était difficile pour toi. Comment on peut t'aider à mieux comprendre? Cultiver un locus de contrôle interne, c'est aussi apprendre à votre enfant à résoudre des problèmes. Et pour ça, vous utilisez une méthode simple. Quand il vient vous voir avec un problème, vous ne donnez pas la solution, vous posez des questions. Quel est exactement le problème? Quelles sont les solutions possibles? Quelles seraient les conséquences de chaque solution? Laquelle tu penses être la meilleure? Et vous le guidez pour qu'il trouve lui-même la réponse. Et même si ce n'est pas la solution optimale, vous le laissez l'essayer et apprendre de l'expérience. Vous lui apprenez aussi la différence entre ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas, parce que le locus de contrôle interne, ce n'est pas penser qu'on contrôle tout, c'est savoir identifier ce sur quoi on a des pouvoirs et agir dessus. Tu ne peux pas contrôler la météo qui a annulé ton match, mais tu peux contrôler comment tu utilises ce temps libre. Tu ne peux pas contrôler que ton ami ait déménagé, mais tu peux contrôler si tu restes en contact avec lui et si tu te fais de nouveaux amis. Et puis, vous célébrez les efforts et pas seulement les résultats, parce que les résultats ne dépendent pas toujours de nous. Il y a une part de circonstances, de talent naturel, de chance. Mais les efforts, eux, dépendent toujours de nous. Alors quand votre enfant a travaillé dur pour un examen et qu'il n'a eu qu'une note moyenne, vous dites je suis fier de toi, tu as vraiment donné le meilleur de toi-même. Maintenant, voyons ce qu'on peut améliorer dans ta méthode de travail. Vous validez l'effort, vous renforcez l'idée qu'il a du pouvoir et vous l'orientez vers l'action future. Vous savez ce qui me frappe après toutes ces années à travailler avec des familles, c'est que les parents qui appliquent cette habitude ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs, ils ont des moments de doute, ils craquent parfois. Mais ils ont une intention claire, ils savent où ils vont, ils comprennent que leur rôle n'est pas de rendre leurs enfants heureux à chaque instant,
mais de les équiper pour qu'ils puissent créer leur propre bonheur, affronter leurs propres défis, construire leur propre vie. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose de crucial, de l'obstacle principal qui empêche la plupart des parents d'appliquer ces habitudes. Et cet obstacle, c'est la peur du jugement, la peur de ce que les autres vont penser. Parce que quand vous laissez votre enfant échouer, les autres parents vont vous juger. Quand vous posez des limites fermes dans un parc où tous les autres enfants font ce qu'ils veulent, on va vous regarder de travers. Quand vous refusez d'acheter le dernier jouet à la mode, votre enfant va vous dire que tous ses copains l'ont et vous allez vous sentir coupable. Mais écoutez-moi bien, hein, et c'est peut-être la chose la plus importante que je vais vous dire aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour plaire aux autres parents. Vous n'êtes pas là pour que votre enfant soit populaire ou qu'il ait l'air heureux sur les photos Instagram. Vous êtes là pour élever un futur adulte capable de gérer sa vie. Et ces deux objectifs sont souvent contradictoires. Et j'espère que vous allez choisir le bien-être à long terme de votre enfant plutôt que votre confort social à court terme. Je vais vous dire quelque chose que j'ai observé dans mon cabinet depuis des décennies. Les enfants les plus heureux ne sont pas ceux qui ont tout eu, ce sont ceux qui ont été préparés. Les adultes les plus épanouis ne sont pas ceux qui ont été surprotégés, ce sont ceux qui ont appris à se relever. Et les personnes qui viennent me voir en thérapie à 40 ou 50 ans avec des vies brisées, des relations toxiques, des carrières sabotées, ce sont presque jamais ceux qui ont eu des parents trop durs, ce sont presque toujours ceux qui ont eu des parents trop mous, trop permissifs, trop protecteurs. Alors oui, ça demande du courage, oui, ça demande de la constance, oui, ça demande de supporter les regards, les critiques, les pleurs de vos enfants qui vous disent que vous êtes méchante, mais vous savez quoi, dans 10 ans, dans 20 ans, quand votre enfant devenu adulte viendra vous voir et vous dira « Merci maman, merci de m'avoir appris à être fort, merci de ne pas avoir à céder à tous mes caprices, merci de m'avoir préparé à la vraie vie », ce jour-là, vous saurez que chaque moment difficile en valait la peine. Et je veux aussi vous parler de quelque chose qu'on néglige souvent, c'est que ces habitudes ne bénéficient pas seulement à vos enfants, elles vous transforment vous aussi. Parce que pour laisser vos enfants échouer, vous devez gérer votre propre anxiété. Pour poser des limites, vous devez développer votre assertivité. Pour encourager l'autonomie, vous devez lâcher le contrôle. Et tout ça, ce sont des compétences qui vont améliorer tous les aspects de votre vie, vos relations, votre travail, votre bien-être personnel. Vous savez ce que je dis souvent, être parent, c'est la plus grande opportunité de développement personnel qui existe. Parce que vos enfants vont vous confronter à toutes vos peurs, tous vos schémas dysfonctionnels, toutes vos blessures non résolues. Et vous avez deux options. Soit vous reproduisez les mêmes erreurs que vos parents ont faites avec vous, soit vous utilisez cette opportunité pour guérir, pour grandir, pour devenir une meilleure version de vous-même. Et d'ailleurs, parlons-en de vos propres blessures, parce que c'est souvent là que se trouve la clé. Si vous avez du mal à laisser vos enfants échouer, c'est peut-être parce que vous avez vous-même vécu l'échec comme une humiliation dans votre enfance. Si vous avez du mal à poser des limites, c'est peut-être parce que vos parents étaient trop autoritaires et que vous avez juré de ne jamais faire pareil. Si vous surprotégez, c'est peut-être parce que vous avez manqué de protection quand vous étiez petite. Alors je vous invite à faire ce travail sur vous-même, à comprendre d'où viennent vos réactions, vos peurs, vos blocages, parce que tant que vous n'aurez pas fait ce travail, vous allez reproduire des schémas inconscients qui vont saboter vos meilleures intentions. Vous allez savoir intellectuellement qu'il faut laisser votre enfant se débrouiller, mais émotionnellement, vous ne pourrez pas vous en empêcher d'intervenir et vos enfants vont recevoir des messages contradictoires qui vont les perturber. Et puis, il y a la question de votre couple. Si vous êtes en couple, parce que l'éducation des enfants, c'est probablement la source de conflit numéro un dans les relations. Et si vous et votre partenaire n'êtes pas alignés sur ces principes, ça va être très compliqué. Alors vous devez avoir des conversations, des vraies conversations où vous partagez vos visions, vos valeurs, vos peurs, où vous vous mettez d'accord sur les règles fondamentales et où vous vous engagez à vous soutenir mutuellement, même quand c'est difficile. Parce que vos enfants sont des experts pour détecter les failles, pour jouer un parent contre l'autre. Et si papa dit oui quand maman dit non, si maman cède quand papa tient bon, vous créez un chaos qui va rendre vos enfants anxieux et manipulateurs, alors vous devez présenter un front uni. Ça veut dire que vous réglez vos désaccords en privé et que devant les enfants, vous soutenez la décision de l'autre, même si vous n'êtes pas totalement convaincu. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat mais tellement important, c'est la question des écrans.
parce que nous vivons à une époque où nos enfants grandissent avec des smartphones, des tablettes, des jeux vidéo, des réseaux sociaux et tout ça a un impact monumental sur leur développement mental et la plupart des parents n'ont aucune idée de ce qu'ils font en donnant un accès illimité à ces outils. Les recherches en neurosciences sont formelles, l'exposition excessive aux écrans pendant l'enfance modifie le développement du cerveau, réduit la capacité d'attention, interfère avec le développement des compétences sociales, augmente l'anxiété et la dépression et crée une dépendance qui ressemble beaucoup à celle des drogues. Alors si vous voulez vraiment élever des enfants mentalement forts, vous devez absolument réguler leur utilisation des écrans. Et je sais que c'est difficile, je sais que tous leurs copains ont des téléphones, je sais que c'est tellement pratique de les occuper avec une tablette quand vous êtes fatigué. Je sais que vous avez peur qu'ils soient exclus socialement s'ils ne sont pas sur les réseaux, mais vous devez résister, vous devez être ce parent qui dit non, qui limite, qui supervise, parce que leur cerveau en développement ne peut pas gérer ça seul. Concrètement, ça veut dire pas d'écran avant 3 ans, un temps très limité entre 3 et 6 ans, pas de smartphone personnel avant au minimum 14 ans, et encore pas de réseaux sociaux avant 16 ans, des règles claires sur les horaires et les contenus, et surtout pas d'écran dans la chambre, jamais, parce que le sommeil est absolument crucial pour le développement et que les écrans le perturbent gravement. Et quand vos enfants protestent, quand ils vous disent que vous êtes la seule mère aussi stricte, vous leur expliquez calmement que votre rôle c'est de protéger leur cerveau pendant qu'ils se développent, que plus tard quand ils seront adultes, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais que maintenant c'est vous qui décidez parce que vous avez les connaissances et la maturité qu'ils n'ont pas encore. Vous savez ce qui est fascinant, c'est que les dirigeants des grandes entreprises technologiques, ceux qui créent ces applications addictives, limitent drastiquement l'accès de leurs propres enfants aux écrans. Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement comment ces outils sont conçus pour manipuler le cerveau, pour créer de la dépendance, pour voler l'attention, et ils ne veulent pas ça pour leurs enfants. Alors pourquoi vous le voudriez pour les vôtres? Maintenant, parlons de quelque chose d'autre qui est crucial, c'est l'importance du jeu libre, du vrai jeu non structuré, non supervisé, où les enfants s'ennuient, imaginent, créent, se disputent, négocient, inventent des règles, parce que c'est dans ces moments-là que se développent les compétences sociales, la créativité, la capacité à gérer les conflits, la résilience émotionnelle. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On remplit l'agenda de nos enfants d'activités structurées, football le lundi, danse le mardi, anglais le mercredi, musique le jeudi, et le week-end, on les trimballe d'un anniversaire à l'autre, d'une sortie organisée à l'autre, et après, on s'étonne qu'il manque de créativité, d'autonomie, d'imagination. Alors faites-leur ce cadeau précieux du temps libre, du vrai temps libre où ils ne savent pas quoi faire, où ils viennent vous voir en disant je m'ennuie et où vous résistez à l'envie de leur proposer une activité, où vous dites simplement l'ennui c'est bien, c'est de l'ennui que naissent les meilleures idées. Va trouver quelque chose à faire et au début, ils vont être perdus, ils vont tourner en rond et puis progressivement, ils vont redécouvrir cette capacité innée à jouer, à créer, à s'occuper et laisser-les jouer dehors, dans la nature si possible, laisser-les grimper aux arbres, sauter dans les flaques, se salir, prendre de petits risques physiques parce que tout ça construit leur cerveau d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Le contact avec la nature réduit le stress, améliore la concentration, stimule le système immunitaire et le jeu physique développe la coordination, la confiance en soi, la capacité à évaluer les risques. Je veux aussi vous parler de l'importance de la lecture, de lire des histoires à vos enfants, de les entourer de livres, de leur montrer que vous lisez vous-même, parce que la lecture développe le vocabulaire, l'empathie, la capacité d'attention, l'imagination, et c'est un antidote puissant à la surstimulation des écrans. Un enfant qui lit est un enfant qui a accès à des mondes infinis, qui peut voyager dans le temps et l'espace, qui apprend à se mettre à la place des autres, qui développe sa vie intérieure. Et puis il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est l'importance de la contribution. De donner à vos enfants de vraies responsabilités dans la famille, pas des tâches symboliques pour les occuper, mais de vraies contributions qui ont un impact. Et ça commence très tôt. Un enfant de 3 ans peut mettre son assiette dans l'évier, un enfant de 6 ans peut mettre la table, un enfant de 10 ans peut préparer un repas simple, un adolescent peut gérer sa propre lessive. Et vous savez pourquoi c'est si important? Parce que contribuer
donne du sens, ça fait sentir à l'enfant qu'il est un membre important de la famille, que son action compte, que les autres comptent sur lui, et ça construit un sentiment de compétence et d'appartenance qui est absolument fondamental pour la santé mentale. Les enfants qui grandissent en contribuant deviennent des adultes responsables qui savent que le monde ne tourne pas autour d'eux. Mais attention, vous ne payez pas vos enfants pour les tâches ménagères de base, parce que contribuer à la vie de famille, ce n'est pas un travail, c'est une responsabilité qui vient avec le fait d'être membre de cette famille. Tout le monde contribue selon ses capacités. Vous pouvez avoir un système d'argent de poche pour des tâches supplémentaires si vous voulez. Mais les bases, ranger sa chambre, mettre la table, ne sont pas négociables et ne sont pas rémunérées. Maintenant, je veux aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la transmission des valeurs. Parce que des enfants mentalement forts, ce ne sont pas seulement des enfants résilients, ce sont aussi des enfants qui ont une boussole morale, qui savent ce qui est important, qui ont des principes, et ça ne se transmet pas par des discours, ça se transmet par l'exemple et par les conversations quotidiennes. Alors, quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous en avez parlé avec votre partenaire? Est-ce que vos enfants pourraient les nommer? Parce que si vous ne savez pas consciemment quelles sont vos valeurs, vous allez en transmettre quand même, mais de manière incohérente et confuse. Alors prenez le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? L'honnêteté, le courage, la compassion, la persévérance, la justice, le respect. Et ensuite, vous vivez ces valeurs, vous les incarnez dans vos choix quotidiens et vous en parlez avec vos enfants. Quand vous voyez quelqu'un aider une personne âgée dans la rue, vous dites: tu as vu ça? Cette personne a fait preuve de compassion, c'est important pour moi. Quand vous admettez une erreur, vous dites: je crois à l'honnêteté même quand c'est difficile. Quand vous persévérez sur un projet difficile, vous dites: regarde, je n'abandonne pas parce que la persévérance, c'est une de nos valeurs familiales. Et vous créez des rituels familiaux qui renforcent ces valeurs. Peut-être que chaque dimanche, vous faites un repas ensemble où tout le monde participe. Peut-être que vous avez une tradition de faire du bénévolat ensemble une fois par mois. Peut-être que vous avez un moment où chacun partage quelque chose de bien qu'il a fait pour quelqu'un d'autre. Ces rituels créent une identité familiale forte qui va soutenir vos enfants toute leur vie. Je veux aussi vous parler de l'importance de l'éducation émotionnelle, parce que nous avons parlé de ne pas valider toutes les émotions, mais il faut quand même apprendre aux enfants à les reconnaître, les nommer, les comprendre, les exprimer de manière appropriée. Et ça, c'est une compétence qui va déterminer la qualité de toutes leurs relations futures. Alors vous commencez par enrichir leur vocabulaire émotionnel. Au lieu de dire simplement « je suis triste », vous leur apprenez les nuances. Je suis déçu, je suis découragé, je suis nostalgique, je me sens seul. Et vous faites pareil pour toutes les émotions. La colère peut être de la frustration, de l'irritation, de la rage, de l'indignation. Et plus ils ont de mots pour nommer ce qu'ils ressentent, plus ils peuvent le comprendre et le gérer. Vous leur apprenez aussi que toutes les émotions sont acceptables, mais que tous les comportements ne le sont pas. Tu as le droit d'être en colère contre ton frère, mais tu n'as pas le droit de frapper. Tu as le droit d'être triste de ne pas être invité, mais tu n'as pas le droit d'insulter celle qui ne t'a pas invité. Vous voyez, vous séparez l'émotion qui est toujours légitime du comportement qui peut être inapproprié. Et vous leur donnez des outils pour réguler leurs émotions, la respiration profonde, le fait de compter jusqu'à 10, de prendre une pause, de faire du sport, d'écrire dans un journal, de parler à quelqu'un de confiance, et vous leur montrez que vous utilisez vous-même ces outils. Là, je me sens très stressé, alors je vais faire 10 minutes. Là, je suis vraiment énervé, alors je vais aller courir avant d'en parler. Vous savez ce qui est merveilleux avec tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que ce n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vos enfants sont déjà adolescents, même si vous avez fait beaucoup d'erreurs jusqu'à maintenant, vous pouvez changer de cap aujourd'hui. Vous pouvez avoir une conversation honnête avec eux où vous dites j'ai réfléchi à mon rôle de parent et je réalise que j'ai fait certaines choses qui ne vous ont pas aidé. À partir de maintenant, je vais faire différemment et voilà comment. Et vos enfants vont peut-être résister au début, surtout s'ils étaient habitués à un certain laxisme. Ils vont tester les nouvelles limites, ils vont vous dire que vous avez changé, que c'était mieux avant. Mais vous allez tenir bon parce que vous savez que c'est pour leur bien. Et progressivement, ils vont s'adapter, ils vont intégrer les nouvelles règles et vous allez voir des changements. Peut-être pas immédiatement, mais avec le temps. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette aventure.
Entourez-vous d'autres parents qui partagent vos valeurs, qui ont la même vision de l'éducation, parce que c'est tellement plus facile quand vous avez un groupe de soutien, quand vous pouvez partager vos doutes, vos réussites, vos échecs, quand vous voyez que d'autres font les mêmes choix que vous et que leurs enfants vont bien. Et soyez indulgents avec vous-même. Vous allez faire des erreurs, vous allez avoir des moments où vous craquez, où vous criez, alors que vous aviez promis de rester calme, où vous cédez alors que vous auriez dû tenir bon. Et c'est normal, c'est humain. L'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'avoir une direction claire et de revenir sur le chemin chaque fois que vous vous en écartez. Vous savez ce que je dis souvent à mes patients, l'éducation, ce n'est pas une science exacte, c'est un art. Et comme tout art, ça demande de la pratique, de l'ajustement, de la créativité. Ce qui fonctionne avec un enfant ne fonctionnera peut-être pas avec un autre. Ce qui marche aujourd'hui devra peut-être être adapté demain. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous êtes constamment en train d'apprendre, de grandir, de vous adapter. Et puis il y a quelque chose que je veux que vous compreniez profondément. Élever des enfants mentalement forts, ce n'est pas les endurcir, ce n'est pas les rendre insensibles ou cyniques. Au contraire, ça leur permet d'être pleinement humains, pleinement vivants, capables de ressentir toute la gamme des émotions sans en être submergés, capables d'aimer profondément sans avoir peur d'être blessés, capables de prendre des risques sans être téméraires, capables de donner sans s'oublier. Les enfants mentalement forts sont des enfants qui savent qui ils sont, qui connaissent leurs valeurs, qui ne dépendent pas du regard des autres, qui ont confiance en leur capacité à gérer ce que la vie leur envoie, qui ont de l'empathie parce qu'ils ont appris à gérer leurs propres émotions, qui ont du courage parce qu'ils ont survécu à des échecs, qui ont de la gratitude parce qu'ils savent que rien n'est acquis. Et ces enfants-là deviennent des adultes extraordinaires, des adultes qui construisent des relations saines, basées sur le respect mutuel et non sur la dépendance, des adultes qui poursuivent leurs rêves malgré les obstacles, des adultes qui contribuent positivement à la société, des adultes qui un jour élèveront leurs propres enfants avec les mêmes principes et perpétueront ce cercle vertueux. Alors voilà mes chers amis, nous arrivons au terme de cette longue conversation et j'espère que vous repartez avec des idées claires, des outils concrets et surtout avec la conviction profonde que vous avez le pouvoir de transformer la vie de vos enfants, que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire mieux, que vos erreurs passées ne déterminent pas votre futur, que vous êtes capable de ce courage et que l'éducation bienveillante, exigeante, rappelez-vous les 7 habitudes dont nous avons parlé, laissez vos enfants échouer et apprendre de leurs erreurs, enseignez la gratitude plutôt que le sentiment que tout est dû, ne pas valider systématiquement toutes leurs émotions mais leur apprendre l'intelligence émotionnelle, établir des limites claires et les maintenir avec constance, encourager l'autonomie et la prise de risque calculée, montrer que vous êtes humain avec vos propres émotions et limites, et cultiver un locus de contrôle interne. Ces 7 habitudes sont comme les piliers d'un temple, chacune soutient les autres, chacune est essentielle, et ensemble elles créent une structure solide sur laquelle vos enfants peuvent construire leur vie. Alors commencez aujourd'hui, choisissez une habitude, une seule, et travaillez dessus pendant quelques semaines, puis ajoutez-en une autre, et n'oubliez jamais que vous êtes extraordinaires, vous les femmes, vous les mères, vous qui portez sur vos épaules le poids de tant de responsabilités, vous qui jonglez entre le travail et la maison, entre vos propres besoins et ceux de votre famille, vous qui vous levez chaque matin avec intention de faire de votre mieux, même quand vous êtes épuisé, vous êtes des guerrières, des bâtisseuses, des créatrices de futurs adultes. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes moins importante, moins capable, moins puissante que qui que ce soit. Vous avez en vous une force extraordinaire, la force de donner la vie, la force de façonner des êtres humains, la force de changer le monde, une génération à la fois, et cette force mérite d'être honorée, respectée, célébrée. Alors prenez soin de vous, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes épuisé, vidé, déprimé, vous ne pourrez pas être la mère que vous voulez être. Alors accordez-vous du temps, des pauses, des plaisirs. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Faites des choses qui nourrissent votre âme, parce que votre bien-être n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et quand vous doutez, quand vous vous demandez si vous faites bien, si vous êtes à la hauteur, rappelez-vous que le simple fait de vous poser ces questions prouve que vous êtes une bonne mère. Les mauvais parents ne se remettent jamais en question, ils ne cherchent pas à s'améliorer, ils ne regardent pas des vidéos de 7 heures sur l'éducation. Alors le fait que vous soyez ici, que vous ayez écouté jusqu'au bout, c'est déjà la preuve de votre engagement,
de votre amour, de votre désir de faire mieux. Maintenant, allez-y, sortez de cette vidéo et mettez en pratique ce que vous avez appris. Ne restez pas dans la théorie, passez à l'action. Aujourd'hui même, choisissez une chose, une seule, que vous allez faire différemment. Peut-être que vous allez laisser votre enfant gérer seul un petit problème au lieu d'intervenir. Peut-être que vous allez tenir bon sur une limite que vous aviez l'habitude de négocier. Peut-être que vous allez avoir une conversation sur la gratitude au dîner ce soir. Et revenez me voir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo avec d'autres mères qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez mis en place et comment ça se passe. Parce que nous sommes une communauté. Nous sommes ensemble dans cette aventure extraordinaire et terrifiante qu'est la parentalité. Et ensemble, nous sommes plus fortes. Je crois profondément en vous. Je crois en votre capacité à élever des enfants mentalement forts, des enfants qui vont changer le monde, des enfants qui vont perpétuer les valeurs que vous leur avez transmises, des enfants qui un jour vous regarderont avec gratitude et vous diront merci de m'avoir donné les outils pour construire une belle vie. Leur courage, persévérance, bienveillance envers vous-même, exigence envers vos objectifs. Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes déjà sur le bon chemin. Continuez, ajustez, apprenez, grandissez et surtout n'abandonnez jamais parce que ce que vous faites là, élevez la prochaine génération, c'est le travail le plus important du monde. Et vous le faites magnifiquement bien.